Deuxième mouvement, j'espère qu'on m'entend. Deuxième mouvement, Montaigne va redéfinir ce qui est sauvage en utilisant cette fois-ci un exemple concret, une analogie avec celle des fruits. Donc, ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions plutôt appeler sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abattardis en ceci, et les avons seulement accommodés au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouvent à notre goût excellente, à l'envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là sans culture. Si on résume, donc on considère souvent que ce qui est sauvage est ce qui vient de la nature, donc, une plante sauvage, un animal sauvage. Avec l'illustration des fruits, il va prouver le contraire, selon lui. Bon, en tout cas, il va jouer sur le sens du mot sauvage pour prouver le contraire. Tout d'abord, il établit une analogie entre l'homme sauvage, le « il », le pronom de départ au pluriel, et les fruits sauvages. Ils sont sauvages de même qu'eux, on a un outil de comparaison qui nous permet le début de ce raisonnement par analogie. Dans cette analogie, l'analogie c'est quand on assimile quand on rapproche deux choses, pas forcément par une comparaison qui est une image poétique, mais une analogie c'est pas forcément une image poétique, c'est quand on compare deux choses. Dans cette analogie donc il y a deux types de fruits. Les fruits qui poussent tout seuls dans la nature, par exemple les mûres sur un roncier ou les bananes dans la jungle ou que sais-je, ça va être ceux que nous appelons sauvages. Et les fruits que cultive l'homme, ici, c'est ceux que nous avons altérés par notre artifice. Donc altérés, abîmés, changés, modifiés, c'est pas forcément un mot négatif, plutôt modifiés par notre artifice, c'est-à-dire par la pratique de la sylviculture. On va sélectionner certains arbres, faire des greffes, etc. Donc ils ne seront plus des fruits sauvages. Donc si les fruits sauvages sont les Indiens, nous, les Occidentaux, nous avons altéré, sommes les fruits altérés, ceux que nous devrions appeler sauvages par cette redéfinition du mot. C'est-à-dire qu'il renverse le mot. Les fruits sauvages, au départ, ce sont les fruits qui poussent dans la nature tout seuls comme des grands. C'est pas un mot négatif. Il va être rendu plus relatif. En réalité, c'est pas ça qui est vraiment sauvage, si on le suit. Et puis, progressivement, on va avoir un terme qui au départ était péjoratif, les sauvages, un animal sauvage, bon, va devenir mélioratif, puisque c'est plus proche de la nature. On a les vrais et plus utiles et naturels vertus et propriétés. En fait, le fruit originel, le fruit qui pousse dans la nature, est mieux, meilleur, plus savoureux finalement, ou plus intéressant, plus originel que le fruit que l'homme fait pousser lui-même. Donc entre que nous appelons et que nous devrions appeler, on va avoir une opposition qui porte sur les modes des verbes. On a d'abord l'indicatif, ce que nous appelons, puis le conditionnel que nous devrions plutôt appeler. Finalement, Montaigne remet en cause notre utilisation du langage. Il dit que nos pratiques sont d'une telle sorte, ce qu'on devrait faire c'est autre chose, et donc on n'utilise pas le mot sauvage à bon escient si on appelle sauvages les hommes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, comme les fruits qui sont dans la nature. Finalement, ce ne sont pas eux les sauvages. Toujours sur cette histoire de fruits, il va commencer un débat entre nature, une opposition entre nature et culture. Donc, les fruits sauvages, leur définition, c'est la nature de soi et de son progrès ordinaire, c'est-à-dire c'est la nature qui les produit d'elle-même, par sa simple organisation. On ne va pas mettre d'engrais, on ne va pas mettre d'eau supplémentaire. Vont être progressivement de plus en plus qualifiées méliorativement. Vives, vigoureuses, vraies, plus utiles, naturelles, et il va proposer carrément un jugement positif avec la saveur, la délicatesse, à notre goût excellente. Donc ces fruits sont meilleurs, sont chargés de plus de vertus. Les fruits cultivés par l'homme vont être altérés, détournés de l'ordre commun, abattardis, et il va enfin parler de notre goût corrompu. On va avoir une gradation inversée en fait, de neutre, tout d'abord, altéré c'est juste modifié, à carrément péjoratif, corrompu,
vers la condamnation de l'homme occidental qui a modifié son goût originel, qui n'aime les choses que quand elles sont transformées. Un peu comme aujourd'hui on critique le fait de consommer trop d'aliments transformés. Montaigne en fait lançait déjà ce débat sur la malbouffe au XVIe siècle, d'une certaine manière. Mais pas pour des raisons diététiques là. Donc cet exemple des fruits montre l'efficacité de l'argumentation de Montaigne. Son but c'est que le lecteur le suive bien, et pour montrer comment il va tricoter, renverser le mot sauvage, il va utiliser cet exemple des fruits, ce qui va donner un caractère didactique à la démonstration. Il a un souci de bien se faire comprendre et d'illustrer très concrètement son propos par une analogie. Troisième mouvement, parce qu'on n'en a pas fini, la nature est plus belle et plus puissante que l'art. Donc la logique, c'est on a montré que ce qui était naturel, c'est ce qui est sauvage, ça avait l'air au niveau des fruits un petit peu plus intéressant finalement que ce qui était ou moins négatif que ce qui est corrompu. Et ça va donner un débat sur le lien entre l'art et la nature. Ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et la richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffée. Si est-ce que partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Le lierre pousse mieux spontanément, l'arboulier croît plus beau dans les antres solitaires, et les oiseaux chantent plus doucement sans aucun art. Bon, la citation était en latin, mais là je l'ai traduite. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiselé, sa contexture, sa beauté et l'utilité de son usage, non pas la tissure de la chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature ou par la fortune ou par l'art. Les plus grandes et les plus belles par l'une ou l'autre des deux premières, les moindres et imparfaites par la dernière. Donc Montaigne introduit son troisième argument. Ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Donc l'art ne doit pas l'emporter sur la nature. On note une négation, ce n'est pas raison, qui va réfuter que l'art produit des choses plus belles que la nature. La nature est ici valorisée avec l'image classique de la mère nourricière, grande et puissante. On a une nouvelle opposition entre l'art, qui est l'action de l'homme, et la nature, c'est-à-dire la poursuite de l'opposition entre nature et culture qu'on voyait déjà au précédent mouvement. Et on note au passage que tout fonctionne par deux pour souligner cette opposition dans ce paragraphe. On va voir beauté et richesse, vaine et frivole, l'exemple de l'oiseau, l'exemple de l'araignée, deux citations, enfin deux références antiques. Tout d'abord, l'action de l'homme, ça va être nos inventions, c'est neutre, et puis un verbe péjoratif, étouffer. L'homme nuit à la nature en la modifiant trop. La nature, elle, est qualifiée par la beauté, la richesse, la pureté. Trois noms qui sont très positifs, très amélioratifs. Et donc, à nouveau, des termes péjoratifs et amélioratifs s'opposent, qui vont être synthétisés par l'oxymore merveilleuse honte. D'ailleurs, au passage, donc, Montaigne accuse l'homme de vanité. L'homme se croit supérieur à la nature dans ce qu'il fabrique, mais il ne l'est pas. D'où un vocabulaire négatif qui concerne l'homme, honte, vaine, frivole. Frivole, ça veut dire sans intérêt, qui s'intéresse qu'aux choses superficielles. Et tous nos efforts ne peuvent. La négation souligne également cette vanité de l'homme. Ensuite, il va s'appuyer sur des références antiques. Donc là, j'ai redécoupé un petit morceau du même texte. Les références antiques, ça va fournir des arguments d'autorité. Donc l'argument d'autorité, c'est quand on fait appel à quelqu'un qui a autorité et dont le nom va permettre de donner un appui à notre argument sans aller chercher d'exemples autres. Ici, il s'appuie sur les anciens, c'est-à-dire on va avoir l'inspiration humaniste de Montaigne, qui est très versée dans la littérature grecque et la littérature latine, comme on l'avait dit dans le cours. Donc, tout d'abord, on a une citation de Properce, c'est une citation en latin, 3 vers du poète élégiaque. Ils sont utilisés comme argument d'autorité. On a beaucoup de citations en latin dans les essais, elles ne sont pas traduites. Ici, j'ai recopié la traduction, j'avoue. Dans cette citation, on note 3 comparatifs de supériorité qui vont être à l'avantage de la nature. Donc en latin, melius formosior et dulcius, ça va donner en français mieux, plus beau, plus doucement. Et sans aucun art, cette préposition négative, sans, et le pronom aucun, non, c'est un déterminant. Oui, le déterminant aucun art, donc déterminant négatif également, va confirmer cet argument.
Montaigne développe son exemple, il poursuit avec le règne animal, après on avait commencé avec le règne végétal, le lierre, l'arboulier, et donc on était arrivé au règne animal, les oiseaux. Donc on va parler de la beauté du nid de l'oiseau et de la toile d'araignée, en prenant pour exemple en plus des animaux petits, faibles, on ne prend pas des énormes éléphants ou des baleines géantes. Pour accentuer l'avantage donné à la nature, on va prendre des toutes petites choses qui vont être inimitables. Avec l'oiselé, un suffixe qui exprime soit la beauté, soit la jeunesse, soit la petitesse de l'oiseau. Et puis l'araignée va être qualifiée de chétive. Donc même avec ces animaux chétifs, fragiles ou jeunes, ils font des choses qui ne sont pas imitables par l'homme. Montaigne poursuit avec Platon, qui lui est grec cette fois. Il évoque la République, on en avait déjà parlé. Toutes choses, dit Platon, sont produites, etc. C'est un argument d'autorité, puisque Platon est du même avis que lui. Donc quand Platon est d'accord avec Montaigne, Montaigne a raison. On note une opposition avec encore des adjectifs de supériorité pour la nature et le hasard, plus grande et plus belle, on note les superlatifs, et des adjectifs bien sûr négatifs pour l'art, moindre et imparfaite. Donc Montaigne est toujours pétri de références antiques, et donc il fait confirmer ses propos, sa théorie, son argument sur la nature et la culture par les auteurs antiques. Enfin, on a la dernière phrase. « Ces nations me semblent donc ainsi barbares, pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain, et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. » On note la conjonction de coordination donc, qui va impliquer une conséquence, et l'adverbe à valeur conclusive ainsi, donc c'est ces mots de liaison pour dire qu'il conclut, mais ainsi a aussi le sens comparatif, donc il reprend la comparaison implicitement entre les deux civilisations. Ces nations, avec le déterminant démonstratif, ici on va rappeler le sujet de départ, ainsi qu'avec le mot barbare. L'adjectif nous indique qu'on revient au sujet initial, après un écart apparent vers la nature, mais en fait cette digression, elle proposait un raisonnement par analogie avec la nature, entre nature et art, et ça permettait de revaloriser la nature, et donc implicitement de revaloriser les sauvages, les barbares. Et donc finalement, ça permet de redéfinir l'adjectif barbare. Ce qui est barbare, c'est ce qui est proche de la nature, ce qui a reçu fort peu de façon l'esprit humain, c'est-à-dire qui n'a pas influencé par la culture. Et donc, comme il a dit avant que tout ce qui était naturel était plus positif, implicitement, comme il dit ici que ces nations sont barbares, c'est-à-dire sauvages, c'est-à-dire naturelles, implicitement il dit quelque chose de positif. Et ça se voit aussi à la fin, puisque la nature, ça va être la naïveté originelle. Ici, on va avoir un sens positif du nom naïveté, et qui peut faire penser à une évocation du Jardin d'Éden. Il faut que j'arrête l'enregistrement parce que je pense que je déplace les 15 minutes de YouTube. Il va peut-être falloir que je sépare la vidéo. Je vous dirai ça. À demain en visio.